Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue au 5e épisode du podcast 500 Gasoline Alley, ici tourné en direct du studio Love à Saint-Jacques dans la Naudière et que j'avais hâte de faire ce retour-là sur la fameuse course, les 500 000 d'Indianapolis. J'ai eu la chance de revenir hier là, de l'Indiana, mais ça fait longtemps que j'en parle depuis l'épisode 1. À quel point que c'était important, c'est la course la plus populaire dans la saison, la plus mythique aussi. Et ça l'a répondu à l'appel. J'ai très, très hâte de vous partager tout ce qui s'est passé là. On a eu la chance de faire le retour sur Barber et le Grand Prix sur le circuit routier il y a quelques semaines. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé pendant ce week-end de course? Et il y a du contenu et pas à peu près... C'est pas du contenu qui manquait là-bas. Il y a plein d'histoires qui sont ressorties de cette fin de semaine de course et même de cette semaine parce que c'est tellement un long processus qui mène aux 500 000 d'Indianapolis. J'ai eu la chance d'en parler beaucoup, mais j'ai eu la chance d'être là pour la fin de semaine des qualifications et bien sûr toute la semaine qui menait à la course qui avait lieu dimanche le 25 mai. Oui, les 500 000 d'Indianapolis, c'est très mythique, c'est le fun, c'est plaisant. Puis c'était ma 6e fois. J'avais très, très hâte d'y aller. Et c'était vraiment spécial. Mais des fois, il y a des petits contretemps quand tu planifies un peu trop tes voyages. Je suis habitué de faire ces voyages-là en voiture. Et j'ai décidé de prendre l'avion pour me rendre à Indianapolis pour les qualifications. Et la vie m'a envoyé une bonne petite claque au visage, si on veut. Le vol d'avion qui a été annulé la veille, donc j'ai dû partir une journée plus tard. Ça m'a fait branquer une des 2 journées des qualifications, mais vous savez quoi? Des fois, il n'y a rien qui arrive pour rien. J'ai eu la chance de regarder tout ça de la maison. C'est déjà mieux ça que, exemple, que ton vol est retardé, ton escale et tout ça. Mais ça fait partie les joies de la vie, des choses comme ça qui peuvent arriver. Mais ça a été une semaine assez formidable, malgré la température. La température, ça a fait jaser pas mal pendant cette semaine-là. Je pense qu'au Québec, ça a été une température assez similaire. Mais... ouais, c'était un petit peu un contraste des autres années parce que les autres années, souvent, il fait entre 30 et 35 degrés, pas de nuages, c'est extrêmement humide à ce temps-ci de l'année à Indianapolis. Et là, 10, 15, il a fait 20 pendant la course, peut-être au maximum entre 15 et 20, des nuages, il faisait extrêmement froid, j'avais une laine toute la semaine. Donc, mais ça l'a certainement aidé à avoir plusieurs choses spéciales qu'on a eu la chance de voir là-bas. Donc, première des choses par rapport à cette fin de semaine de course. Parce que, comment que ça fonctionne? Depuis qu'on a fait le dernier épisode, le 4e du podcast, il y avait une semaine de pratique tout au long de la semaine qui menait à la fin de semaine des qualifications, le Bump Day qui a lieu dimanche aussi, le Pole Day en même temps. Mais dans cette semaine-là, il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup d'accidents quand même assez majeurs. Kyle Larson, entre autres, a eu 2 accidents dans cette semaine-là. Ça a surtout brassé le vendredi, samedi et dimanche. Des contacts assez sévères là, qui ont un peu chamboulé tout ce qui s'est passé dans cette fin de semaine. Je vais immédiatement sauter aux choses sérieuses et vous revenir sur la séance de qualification parce qu'il y a eu beaucoup de choses spéciales qui sont arrivées. En premier, la grosse nouvelle de la fin de semaine, il y en a eu plusieurs, mais celle-là, la nouvelle intéressante et la belle histoire de la fin de semaine, c'est Robert Shwartzman que personne ne connaît. Il a couru en Europe pour se rendre à la Formule 1, en F2, en F3 et tout ça. Décidé de passer en IndyCar cette année. Et, on le sait, il est avec une écurie qui est à sa première année, Prema Racing. Ils ont signé la pole pour les 500 000 d'Indianapolis. La première fois qu'il court sur circuit ovale, lui, a raté quelques minutes, quelques heures de pratique, même dans les premières journées des pratiques dans cette semaine-là. Mais de signer la pole, ça c'est complètement insensé. Oui, il y a plein de choses qui sont arrivées, mais c'est ce qui fait à quel point que les 500 000 d'Indianapolis, c'est ça qui est spécial. C'est pour des histoires comme ça. C'est la première recrue en 43 ans à signer la pole au Indy 500. Mais c'est le fun de voir ça. Ça prouve à quel point cette série-là, peu importe t'en es où, peu importe ton budget, Prema, c'est une écurie qui a quand même beaucoup de succès en Europe, mais à leur première année de faire ça, c'était vraiment formidable. L'ambiance, le fait, je pense que tout le monde
été sur la vague et a aimé l'expérience de qu'est-ce qui est arrivé, de voir comment que c'était intéressant de voir une écurie comme ça, un pilote recru qui n'a jamais couru sur Oval aussi, d'aller chercher une pole comme ça pour la course la plus mythique de la saison. C'était vraiment formidable. Justement, on va aller écouter Robert Schwartzman. Qu'est-ce qu'il avait à dire suite à cette improbable pole position aux 500 000 d'Indianapolis? Honestly, it's unbelievable. I was just like processing it, and I still can't believe it's just a dream. I was just thinking in my dreams, fantasizing. It's like, how will it feel to take pole position in Indy 500? How is the vibe? But then I was like, yeah, well, Robert, get back to reality. You have a new car, new team. You're a rookie. How can you expect to be in this position? It's just in your dreams. But still, I was keeping that tiny dream deep inside, like maybe. And yeah, coming here, honestly, we missed the first testing day, let's say the free practice. But even so, I think the thing that made me sit here now in this position, I think, is just the right team mentality. You don't need to be a genius. You don't need to have incredible experience. You just need to have a good people around you as a team which are conscious of what they're doing. And you just, as a whole team, you just know that, okay, we go step by step, small steps without rushing. Because, even though I don't have experience, I've heard a lot of people saying that Indy doesn't forgive, and one slight mistake can cost you a lot. We've seen, Colton, Marcus, Scotty, they were really fast, but I think they could have definitely challenged, but with that mistake, they didn't manage to do it. So that was the thing that I didn't really want to do. That's why we didn't came up with a warm-up yesterday and in a practice today. It was just like, let's keep it safe, just, stable. We know that the car is quite quick and, just need to be consistent, do the 4 laps. And the last run, I just give it all. I give maximum what I could. I tried to stay as long as possible flat. And yeah, here we are. We managed to survive it. I managed to hold it on. And honestly, it was the best feeling ever. Like, the car was just amazing. C'était vraiment, vraiment une belle histoire, celle de Robert Schwartzman. Mais on devait se poser la question à savoir si il n'était pas arrivé ce que je vais vous parler dans les prochaines secondes, si ça aurait été lui en pole position. J'en doute fortement parce que il est arrivé quelque chose de quand même assez spécial et ça l'a fait énormément jaser au courant de la dernière semaine. Lors de la pratique, j'étais en train d'atterrir avec ma copine à Indianapolis le dimanche et il y avait une pratique pour justement pratiquer, oui, une pratique pour pratiquer, une moyenne de 4 tours. Parce que pour les qualifications à Indianapolis, ils prennent la moyenne sur 4 tours. Tu dois faire 4 tours, c'est la moyenne de vitesse et c'est ce qui fait, c'est plus que tu es rapide, plus que bien sûr tu es haut ou c'est toi qui vas chercher la pole dans le fond. Et Scott McLaughlin essayait de pratiquer sa séquence de 4 tours, a eu un accrochage assez sévère avec le mur. Sa voiture était complètement abîmée. Il a été incapable de participer à la journée pour la pole ensuite. Mais ça, c'était rien. C'est rien, ça. Mais ça l'a amorcé la journée du dimanche vraiment d'une mauvaise façon chez Penske. Et plus que ça l'a avancé, plus que ça a été pire. Lors du Fast 12, dans le fond, Fast 12, dans le fond, c'est la partie des qualifications où ce que les 12 premiers qui se sont qualifiés la veille avaient la chance de se battre pour se qualifier dans les 6 premiers pour après ça se battre pour la pole. Oui, c'est complexe comme ça. Mais lors du Fast 12, les voitures passent toutes à l'inspection du côté de la série IndyCar. Ils doivent vérifier tous les détails et tout ça. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a remarqué du côté des gens de l'IndyCar qu'il y avait une pièce qui était non conforme chez Penske sur l'atténuateur qui est en arrière sous l'aileron. Bon, on va en profiter. Ça va peut-être l'exemple. Ouais, c'est un bon exemple. Dans le fond, l'aileron est ici, l'aileron arrière. Juste ici, c'est ce qu'on appelle l'atténuateur. C'est ce qui fait que lorsqu'il y a un contact avec le mur, ça l'absorbe un peu le contact. Et ça, c'est formidable. Formidable. Cette pièce-là, dans le fond, c'est 2 pièces en 1. Et dans le fond, Penske, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont rempli l'espace entre les deux, mais ça, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. C'est une pièce qui... Tu vas la chercher chez Dallara, tu l'as de la même façon. Elle doit être sur la voiture de la même façon. Tu ne peux pas porter aucune modification, même si... Là, je suis certain que vous avez vu ça. Mais ça a-tu vraiment un avantage de faire ça?
effectivement, je suis 100% d'accord, mais là, on l'a vu sur la voiture de Newgarden. Après, on l'a vu sur la voiture de Will Power. Et à ce moment-là, le responsable a dit à Penske, si vous vous qualifiez, vous allez probablement être disqualifié, vous allez perdre, ça ne vous sert à rien justement de le faire. Donc, à partir de ce moment-là, McLaughlin, qui est chez Penske, n'a pas pu se qualifier, donc lui, à cause de son accident. Will Power et Joseph Newgarden, qui sont probablement les trois ensemble les plus rapides toute la semaine en prévision du Indy 500, les deux n'ont pas pu se qualifier. Dès qu'ils sont sortis de la ligne, ils ne peuvent pas re-rentrer. Donc, et ça a parti un scandale. Pourquoi le scandale? C'est que Penske appartient à Roger Penske. Logique. Donc, à qui appartient la série IndyCar et l'Indianapolis Motor Speedway? Vous avez deviné, Roger Penske. Donc, ça l'a fait beaucoup jaser. Et en raison des règlements qu'ils ont, c'est que là, première des choses, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais on sentait que là, ça devait être plus sévère parce que c'est le même propriétaire de l'écurie que de la série, puis on ne voulait pas avoir du favoritisme. Dans mon sens, moi, la manière que je l'ai vu, c'est qu'on était extrêmement sévère, beaucoup trop sévère en même temps, et ça l'a mené à vraiment beaucoup de choses au courant de la semaine. Parce que, quand je disais pas sévère, comme je l'ai dit, sur la voiture, il n'y a pas d'avantage. C'est peut-être juste une question de beauté. Il n'y a rien, tu peux pas gagner. C'est une voiture sur un circuit ovale que tu dois absolument aller chercher le moindre pouce de différent qui fait que tu as plus d'aérodynamisme. Mais là, c'est pas le cas. C'est derrière la voiture, il n'y a aucun impact. Mais là, après la séance de qualification, ça fait jaser avec Doug Bowles, le président de la série IndyCar et du Indianapolis Motor Speedway, qui a dit qu'il allait avoir des amendes ou des suspensions qui allaient être annoncées après le week-end du Indy 500. Là, bien sûr, tout le monde a réagi parce que c'est ça la norme normalement en série IndyCar. Puis vous allez voir un exemple plus tard tantôt à quel point ça a été le cas pour la fin de semaine de course. Mais là, on a pris la décision, et sûrement de la pression au niveau des motoristes, Honda, Chevrolet et certaines écuries, que là, on devait agir à ce moment-là. Mais à partir du moment que le samedi, la voiture est qualifiée dans le top 12, la position est là, la feuille de temps, elle est signée par le responsable de tout ça dans la série IndyCar. Mais le lundi, on a pris la décision de dire, bon, on va placer les deux voitures qui sont non conformes de Penske en 32e et en 33e position, ce qui n'est pas commun parce que je l'ai dit, il était qualifié dans le top 12. Il n'aurait pas pu descendre plus que 12. On a décidé de les mettre 32 et 33e en plus d'annoncer la suspension de Tim Cindric, qui est le président de Team Penske du niveau de la série IndyCar, et bien sûr de Ron Rzucki. C'est la deuxième année de suite que ces deux-là manquaient l'Indy 500. Mais là, le problème dans tout ça, c'est qu'on a pris la décision chez Penske, sûrement eu beaucoup de pression, de mettre à la porte les trois responsables de cette écurie-là. Chaque stratégiste pour chaque voiture, que ce soit McLaughlin, Will Power ou Joseph Newgarden. Donc, Tim Cindric, qui est le président de l'écurie, congédié. Ron Rzucki, qui s'occupait de la voiture de Will Power, congédié. Et Cal Moyer, qui était le stratégiste de Scott McLaughlin, qui est le directeur gérant du côté d'IndyCar chez Penske, congédié. Et la voiture de McLaughlin, en passant, qui a eu l'accident, ils ont été vérifiés, elle était conforme. Donc, il n'y a pas eu de pénalité dans son cas, mais ça l'a forcé Penske à prendre des décisions extrêmement importantes, c'est-à-dire de congédier son trio de têtes au niveau des têtes dirigeantes de son écurie. Et ça a chambardé pas mal et tout le monde a réagi un peu positivement à ça, mais autant que moi, je vous disais, est-ce que ça a un impact? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, mais en raison de ça, c'est pas le premier scandale. L'an dernier, il y a eu le scandale des push-to-pass, qui est un bouton qui donne un avantage de 60 chevaux, 60-70 chevaux de plus, chevaux moteurs dans les voitures. Et on a comme trouvé qu'à un certain moment, pendant la qualification, il avait utilisé illégalement ce bouton-là. Et là, il y avait eu des suspensions, des pertes de points et tout ça, mais en raison que ce n'est pas le premier scandale chez Penske, on a été forcé de prendre ces décisions-là et je pense que Roger Penske a eu la main,
s'est fait forcer la main de prendre cette décision-là. Il n'y avait pas vraiment le choix et je pense qu'on en était rendu là. Est-ce que Kyle Moyer était responsable? Je pense pas que sa voiture était conforme, mais on a décidé de passer le balai complètement du côté de Penske en prévision des 500 000 d'Indianapolis. Et vous allez voir que avec les résultats qu'ils ont eus, probablement que ça a eu un effet sur les pilotes et bien sûr sur l'écurie au complet. Là, ça, c'est la partie du scandale en qualification. Il y avait 34 voitures en prévision de la course. Tu as droit d'en avoir seulement 33. Donc, il y avait une voiture, c'est-à-dire la plus lente, qui ne se qualifiait pas pour la course. Malheureusement, j'ai déjà parlé d'Elkhorn Racing avec l'histoire de Rinus VeeKay qui est lors des 2 derniers week-ends. Mais d'Elkhorn Racing avait un autre pilote qui s'appelle Jacob Abel. C'est lui qui n'a pas été capable de se qualifier. Il avait une belle voiture aux couleurs une réplique, en fait, de la livrée de Danny Sullivan dans les années 80 qui a fait le spin and win. Dans le fond, il avait fait un spin avec sa voiture, puis il avait été quand même capable, plus tard dans la course, de revenir et gagner la course. C'est extrêmement populaire là-bas, cette édition-là de Danny Sullivan. Il n'a pas été capable de se qualifier. Il n'était vraiment pas en vitesse tout au long de la semaine. C'est dommage pour le jeune Abel, mais il est en bataille avec Marco Andretti et Marcus Armstrong, ainsi que Rinus VeeKay, son coéquipier, mais c'est lui, Abel, qui n'a pas été capable de se qualifier pour cette course-là des 500 000 d'Indianapolis. Suite à cette séance de qualification, bien sûr, il y avait la fameuse semaine, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Il y avait une pratique lors de la journée de lundi, une simple pratique parce qu'on repassait au format course, sans le boost qu'ils ont en qualification. Il y avait la pratique du Carb Day aussi, du vendredi, où il y avait beaucoup de monde. On n'a pas eu les chiffres exacts, là, mais d'après moi, c'est le Carb Day le plus populaire depuis des années. Ce qui est normalement une journée pour les fans, mais la pratique est extrêmement importante en prévision de la course. Et la fameuse course, la 109e édition des 500 000 d'Indianapolis, qui avait lieu dimanche dernier, le 25 mai. Est-ce que vous voulez savoir qui a gagné? Je pense que oui, hein? Est-ce que vous pensez que c'est peut-être Alex Palou qui a gagné? Oui, c'est Alex Palou qui a gagné. Il devient le premier pilote depuis 1979 à gagner 5 des 6 premières courses de la saison. C'est une domination comme qu'on n'a jamais eu la chance de voir. En tout cas, ça fait un méchant moment. 1979, on est rendu en 2025. C'est AJ Foyt. Qui est maintenant propriétaire d'une écurie, bien sûr, AJ Foyt Enterprise, qui l'a fait en 1964 et en 1979 dans le USAC, et bien sûr All Unser Senior, qui l'a fait en 71 aussi. Donc, c'était pas mal plus régulier dans ce temps-là, le fait d'avoir 5 victoires en 6 courses, mais de le faire de cette façon-là, c'était impressionnant. Je doutais, personnellement, qu'il serait capable de le faire malgré sa domination, parce qu'il n'avait jamais gagné sur un circuit ovale. Jamais gagné sur circuit ovale. Et il a décidé d'y aller all-in et de gagner les 500 000 d'Indianapolis. Il était rapide toute la semaine, mais ça prenait de la perfection. Et Palou Perfect, c'est une expression qui commence à ressortir pas mal. Il l'a été vraiment. Son écurie, il a donné une voiture parfaite. Pas d'erreur dans les puits, contrairement à plein d'autres pilotes. Et il est allé chercher la victoire. Il a célébré vraiment de façon spectaculaire. J'avais la chance d'être dans les estrades. On l'a bien vu, là, stopper sa voiture, dépasser le fil d'arrivée, le Yard of Bricks, sorti sa voiture, a commencé à célébrer, aller courir vers son père, ses coéquipiers aussi. C'est toujours des moments assez spéciaux de le voir. Et justement, dans le cas de Palou, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que on sentait qu'il manquait peut-être juste ça à son palmarès de sa carrière en IndyCar. Il est encore très jeune, Alex Palou, mais de ne pas gagner sur ovale, de ne pas avoir un 500 000 d'Indianapolis, est en voie d'aller chercher un 3e championnat de suite. Il est dans la très bonne voie, on va se le dire. Là. Il domine complètement depuis le début de la saison, mais d'aller chercher cette victoire à Indianapolis, je pense que j'ai été surpris un peu de la réaction des gens. Parce que souvent, quand tu as quelqu'un qui domine, on a eu la chance de le voir en Formule 1 dans les dernières années, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Max Verstappen, que pour en nommer quelques-unes des exemples. Et dans le fond, les gens ont tellement apprécié. Tout le monde était content, je pense, pour Alex Palou. On va aller justement entendre ses commentaires d'après-course suite à son triomphe aux 500 000 d'Indianapolis.
It's amazing. It's amazing to win this race. This race means so much for me, for my family, for the IndyCar community, our fans, and I would say motorsport in general. So to be an Indy 500 championship, it's amazing. Well, we were not in the best position on strategy. We had the worst tires and less fuel than Marcus and a little bit less than Malukas. So I knew that it was going to be tough at the end, just because with less grip on the tires and with some traffic, I was just not going to have any chance to overtake him. So I saw that I had a small gap, and I wanted to take it. It was a bit too early to go for it, but I thought it was my best strategy to try and go with the traffic and try and get the win. C'était vraiment une course remplie de rebondissements. Ça a mal commencé. Ça a mal commencé pour plusieurs raisons. Tout allait bien jusqu'à midi environ, où la pluie a décidé de se mettre de la partie. Pour vous expliquer un peu, là, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir ici, sur le pneu qui est là, vous ne pouvez pas voir l'intérieur, mais c'est des pneus qui sont lisses. Il n'y a pas de rayures, il n'y a rien. Fait que si il y a de l'eau, c'est comme de la glace. Et sur circuit ovale, quand tu roules 240 000 à l'heure, c'est extrêmement dangereux. Donc, au moment où on était rendu à quelques minutes de donner le signal de démarrer les moteurs, l'IndyCar qui a annoncé le départ de la course est retardé. Finalement, il a été retardé pendant plus de 30 minutes. On a finalement donné le signal de démarrer les moteurs à 13h22, donc une quarantaine de minutes après qu'est-ce qui était supposé. Et la piste n'était pas nécessairement très, très sèche. Oui, on avait eu la chance de quand même passer une bonne partie de la piste. Puis on a décidé de faire rouler les pilotes quand même si probablement elle n'était pas sèche à 100%. Et ça a probablement coûté la course de Scott McLaughlin. Oui, il est arrivé qu'est-ce qui est arrivé lors de la journée des qualifications. Mais Scott McLaughlin, dans le fond, tu as 3 tours de chauffe, si on veut. Et le 3e passage, tu passes, le signaleur dit « Prochain tour, je donne le vert ». Là, les voitures doivent se rassembler. Là, il a décidé de chauffer ses pneus, mais il s'est mis hors ligne. Il a complètement perdu le contrôle de sa voiture, qui a frappé le mur intérieur. Sa voiture était complètement abîmée. Pas de course pour Scott McLaughlin, que je vous rappelle était mon choix pour gagner le championnat cette année. Ça va pas très bien comme prédiction jusqu'à maintenant, tout comme chez Team Penske. Mais dans le cas de McLaughlin, échapper ça à ce moment-là, il était dévasté, il était agenouillé dans le gazon. C'est sûr qu'il pleurait dans son casque. Il subait tellement d'efforts pour cette course-là. Et de terminer ça avant le drapeau vert, c'était dur à voir. C'était très dur à voir. Tout le monde était un peu sous le choc de voir ça, un pilote aussi expérimenté, d'arriver à une situation comme ça. Mais ça prouve qu'à Indianapolis, tu te fais choisir si tu gagnes la course. Et n'importe qui peut avoir des bévues comme ça. Et il y en a eu quelques-unes situations pendant la course aussi où, justement, même les meilleurs ont eu des petits problèmes. Dans le cas de McLaughlin, c'est un accident comme ça. Dès le premier drapeau vert, finalement, on a été capable de donner le vert. Dès le premier virage, Marco Andretti qui s'est accroché avec Marcus Armstrong. Donc, dans le cas d'Andretti, Marco, c'est le fils de Michael. Michael qui est le fils de Mario Andretti, des légendes de la course automobile, bien sûr. Mais Marco Andretti qui n'a pas été capable de dépasser. Il a fait à la blague sur Twitter ou sur la plateforme X que c'est son Indianapolis 0.5. Donc, c'est même pas 1 000 qu'il a fait, c'est 0.5 dans le cas de Marco Andretti. Mais c'est dommage. Puis est-ce qu'à ce moment-là, parce qu'ils étaient 4 de large pour cet accident-là, il s'est fait accrocher par une voiture à l'intérieur de lui. Et est-ce que le fait qu'il était un peu hors ligne de course, en voulant dire que ce n'était pas nécessairement sèche sur la piste, mais ça a été la fin de la course dans le cas de Marco Andretti. Plusieurs courses ont été ruinées dans les puits pendant cette course-là. C'est souvent le cas à Indianapolis, mais j'étais complètement sous le choc à quel point où est-ce qu'on était assis, on était derrière les stands des puits. Et
le fait de voir à quel point souvent la voiture qui stall lorsqu'il doit sortir, soit on a un problème avec le pneu lorsqu'on tente de l'enlever ou de le remettre, soit un problème avec l'essence. Tellement de problèmes, tellement de courses ont été ruinées dans les puits, que ce soit aussi des excès de vitesse à l'entrée des puits, parce que tu arrives à 230 000 à l'heure et tu dois ralentir en l'espace de 200 mètres et de tomber sous la limite de vitesse dans les puits. Ça a été le cas de Takuma Sato. Sato qui a mené de mémoire 51 tours dans la course quand même. Dans le cas de Sato, oui, 51. Lui, sa course a été ruinée là. Une grosse... Dans le fond, quand il est arrivé au puits, sa voiture, il n'a pas été capable de ralentir au moment. Donc, il avait dépassé son stand. On a dû la reculer et avec l'aide de ses coéquipiers. Mais il était trop tard rendu là. Il avait probablement la voiture la plus rapide pour la course dans le cas de Takuma Sato. Ça, c'est un exemple de ceux qui ont vu leur course être ruinée. Robert Schwartzman, qui partait de la pole, est vraiment rentré trop vite dans son stand, a frappé 2 ou 3 de ses coéquipiers qui s'apprêtaient à soit mettre de l'essence ou à changer les pneus. Il a abîmé sa voiture parce qu'il a touché le mur aussi. Sa course était terminée à ce moment-là dans le cas de Robert Schwartzman. Mais ça, c'est l'inexpérience qui rentrait là. Parce que de signer la pole quand tu as 4 tours à faire en tournant en rond, c'est une chose. Mais de faire 200 tours, de faire 6 arrêts au puits à la perfection, ça prend vraiment quelque chose de parfait. Ça n'a pas été le cas dans le cas de Schwartzman. Ryan Hunter-Reay, qui pendant un long moment, lui qui a déjà gagné les 500 000 d'Indianapolis, pendant un bon moment qu'on pensait qu'il était pour être dans la course pour la victoire, mené 48 tours dans la course. Malheureusement, dans le cas de Hunter-Reay, il y a aussi des problèmes dans les puits. Il a dû faire plusieurs arrêts aussi en raison de tout ça, mais c'est dommage parce que c'est le type de voiture où de chez Rainbow Racing qu'on est capable justement d'aller chercher des gros résultats à Indianapolis, ou que c'est une écurie qui court seulement une course par année, et c'est-à-dire celle des 500 000 d'Indianapolis, justement dans le cas de Hunter-Reay. Aussi, Rinus VeeKay qui a mené un jaune en échappant sa voiture au moment de ralentir, semble avoir un problème de frein, sa voiture qui a dérapé dans les puits. Donc, lui aussi devait justement arriver à la vitesse limite. Il n'a pas réussi. Sa course s'est terminée de cette façon-là. Et le gros moment dans les puits, c'est qu'est-ce qui est arrivé avec Alexander Rossi. Alexander Rossi, un autre qui a gagné la 100e édition en 2016. Mais Rossi, on voyait sa voiture qui commençait à perdre du liquide. Soit de l'essence ou on ne savait pas exactement où de l'huile. Et fait que là, on l'a demandé de rentrer dans les puits. Lorsqu'il est arrêté, changer les pneus, on a mis de l'essence, mais on s'est rendu compte que la voiture était en feu. Donc, là avec l'essence, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Mais ça l'a rajouté de l'huile sur le feu, pas de jeu de mots ici. Mais Alexander Rossi a dû sortir de sa voiture parce que là, la voiture est en feu. Ça a eu de l'essence qui est tombée sur, bien sûr, la personne qui met l'essence dans la voiture. Oui, ils ont tout l'équipement, ils ont des combines, ils ont tout pour prévenir ces blessures-là en lien avec ça, mais ça reste que c'est du feu. Donc, mais dans le cas de Rossi, ça a été une bonne nouvelle. Lui, il n'a pas eu de problème. Le fueler, celui qui met justement l'essence, a eu quelques brûlures. Je vais revenir sur ce point-là un peu plus tard, mais ça prouve à quel point tellement de choses qui peuvent se passer dans les puits. On pense souvent, c'est facile arrêter dans les puits, changer des pneus, mettre du gaz. Ouais, c'est pas nécessairement le cas, c'est la même chose à chaque année. À chaque année, avant la course, je me dis toujours qui va ruiner sa course dans les puits. Et là, cette année, la liste, elle est longue. J'ai même pas fait le tour de toutes les voitures où ça a été le cas. J'ai dit, tantôt, il y a eu 7 neutralisations pendant la course, dont une qu'on surveillait dans cette fin de semaine-là, c'est Kyle Larson. Kyle Larson, qui court à temps plein en NASCAR, tentait de compléter le doublé. Donc, c'est-à-dire les 500 000 d'Indianapolis et les 600 000 du Coca-Cola 600 qui a lieu à Charlotte, en Caroline. Mais Kyle Larson, et ça, c'est extrêmement rare d'être capable de courir les 2 courses dans la même journée, surtout que c'est pas dans la même ville. Mais il y a eu un accrochage, je me rappelle plus c'est quel tour, autour du 90e, je l'ai ici. C'est au 92e, voilà, dans le cas de Kyle Larson. Et malheureusement, perdu sa voiture. Il est arrivé dans le 2e virage, et aussi simple que ça, aussi banal, un pilote qui court dans toutes les séries possibles,
il a le volant dans ses mains, là, il tourne, il a downshifté. Donc, il était en 4e vitesse, il a accroché la pédale, ou je ne sais pas s'il l'a fait volontairement, on ne le saura jamais, mais il a accroché la pédale arrière pour le faire passer en 3e, ce qui a fait que sa voiture a complètement tourné sur elle-même et a accroché au même passage Kyffin Simpson et Stingray Robb qui ont vu leur course terminer à ce moment-là. Mais à quel point c'est spécial, tout le monde... on dirait qu'il y a tellement une grosse conversation à savoir qui est le meilleur pilote au monde entre Max Verstappen et Kyle Larson. Ça a été des discussions depuis des années. Dans le cas de Larson, qui court aussi sur terre battue, court dans plein de séries, il a tenté l'Indy 500, mais de voir un pilote aussi expérimenté, de faire une erreur comme ça prouve à quel point les pilotes sont aussi humains. Et c'est la preuve parfaite. Donc, c'est ça dans le cas de Larson. Puis il y a aussi des problèmes pendant la course au Coca-Cola 600. Donc, dans son cas, n'a pas les 1100 000, ouais, les 1100 d'Indianapolis et de Charlotte. Mais c'est ça. Aussi la météo. Est-ce qu'il aurait été capable de compléter la course? On ne le saura jamais. Parce qu'avec le délai, il y avait seulement 40 minutes de mémoire entre les deux de buffer, à savoir si jamais il devait partir. Et probablement qu'il aurait dû arrêter la course à Indianapolis pour sauter dans l'avion et se rendre à Charlotte, qui est sa série où il compétitionne à temps plein. Donc, il est là pour le championnat. Ce n'est pas le cas à Indianapolis. Mais quand même, ça a été le fun. Pas le fun pour les gens de McLaren puis de Larson, mais de voir comment on a réagi par rapport à cette situation-là, parce que c'est quelque chose qui n'est pas commun de tenter de faire les deux courses dans la même journée. On devait surveiller quelque chose lors de la 109e édition des 500 000 d'Indianapolis. Qui avait gagné les deux dernières éditions, la 107 et la 108e? Joseph Newgarden chez Penske. Et il pouvait devenir le premier à remporter 3 années de suite les 500 000, ce qui n'est jamais arrivé. Et malheureusement, on sait avec le scandale qui est arrivé, partait plus loin, partait 32e dans le cas de Newgarden, mais il était rendu jusqu'à 5e place là, quand il y a eu un problème de pression d'essence qui a fait que sa course s'est terminée à ce moment-là. Pas été capable de terminer la course dans le cas de Newgarden. Et on sentait vraiment que s'il y avait quelqu'un qui pouvait peut-être chauffer Palou à la toute fin, c'est probablement lui, Newgarden. Partir aussi loin et de se ramasser 5e parce qu'il y avait probablement la voiture la plus rapide en piste. Mais problème, il y a certaines personnes qui pourraient peut-être dire que le karma s'est probablement occupé de Penske avec ce qui est arrivé la semaine d'avant, puis autant qu'est-ce qui est arrivé avec McLaughlin, qui est arrivé aussi avec Joseph Newgarden. C'est poche, mais des fois, la vie fait sa propre justice, et ça a probablement été le cas dans cette fois-là. Mais je suis certain que tout le monde va en sortir grandi du côté de Penske, et même chose du côté de Newgarden et de McLaughlin. Oui, Alex Palou l'a emporté. On en a parlé en long et en large depuis le début de cet épisode. Mais je suis extrêmement content pour Palou qui a eu la chance de gagner de la bonne façon. Parce qu'il était en bataille avec Marcus Ericsson pour la victoire. Marcus Ericsson qui a terminé 2e. Ça, c'est les résultats au moment de la fin de la course dimanche. Mais lundi, la série IndyCar a annoncé des pénalités d'après-course. Donc, on a fait l'évaluation de toutes les voitures après l'épreuve. C'est la coutume, on vérifie que tout est beau. On a annoncé pénaliser Marcus Ericsson qui a terminé 2e dans la course et Cal Kirkwood qui a terminé aussi dans le top 10. 2 voitures chez Andretti Global pour un changement à une pièce qui était interdite chez Dallara. Donc, est-ce que la pression qui a été mise sur Penske l'a forcé un peu à resserrer les vérifications au niveau de la série IndyCar? Et là, on a trouvé qu'il y avait une pièce, un cover sur le EMS qui est en anglais, l'Energy Management System. Donc, une partie qui a donné un pouvoir ou comment on dit ça? On a dit que ça donnait un effort ou une augmentation de l'aérodynamisme du côté de cette pièce-là. Donc, on a jugé que ça avait donné un avantage aux 2 voitures chez Andretti Global, celle de Kirkwood et de Ericsson. Donc, Marcus Ericsson, imaginez s'il avait gagné. C'est extrêmement gros parce que si Ericsson avait gagné, il aurait célébré sur la piste, aurait
tout fait ça, le lait, les entrevues, tout ça, et le lendemain, on annonce les disqualifiés. Et là, Alex Pelot, qui se serait ramassé à gagner, ben, il n'aurait pas eu la chance de vivre tout ça, comme c'est spécial de le faire à Indianapolis, en raison de ça. Donc, c'est la bonne nouvelle, c'est que Pelot l'a gagné. Il l'a gagné pas par la porte d'arrière. Parce que, mettons, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais surtout à Indianapolis, c'est pas la place où tu veux faire ça. Donc, Carl Kirkwood et Marcus Ericsson ont été placés 31e pour Ericsson, 32e dans le cas de Kirkwood. Donc, pas une deuxième place dans le cas d'Ericsson. C'était pas sa première fois qu'il se retrouvait deuxième à Indianapolis. Il avait aussi été en 2023 derrière Joseph Newgarden. Aussi, on a annoncé du côté de l'IndyCar que Callum Ilott, chez Prema, donc le coéquipier de Robert Schwartzman, on a trouvé qu'il y avait une pièce sur l'aileron avant qui n'était pas à la bonne hauteur, la hauteur minimum qui est permis du côté de l'IndyCar. Donc, Ilott, qui s'était classé 12e de mémoire avant la pénalité, se fait placer 33e. Donc, c'est extrêmement coûteux, ces 3 pénalités-là. Après tous les efforts des 2 semaines menant aux 500 000 d'Indianapolis, les pilotes qui se font placer à la fin de la piste, la grille en fait des pilotes. Donc, c'est dommage pour ces 3-là, surtout pour les écuries. Ils ont ici une amende de 100 000 pour chaque voiture et les gérants de les 3 voitures ont été suspendus pour la prochaine course qui aura lieu à Détroit. Donc, quand même des grosses nouvelles et c'est rare que ça arrive. C'est très rare et là, dans une semaine, on a eu le scandale chez Penske et les disqualifications, si on veut, du côté d'Andretti et de Prema pour les voitures 27 et 28 chez Andretti et 90 du côté de Callum Ilott. Donc, ça fait que ça a changé le classement d'après-course où Ericsson s'était classé 2e. Ce qui fait que David Malukas, coéquipier de Santino Ferrucci chez AJ Ford, que je lui ai parlé un peu tantôt, termine 2e. Malukas, qui a été très, très, très impressionnant. Le pilote natif de Chicago termine 2e. Son meilleur résultat en carrière à Indianapolis. On sent qu'il est sur le bord de se retrouver avec une grosse écurie comme Penske. On sait que Will Power n'a pas de contrat pour l'année prochaine. Est-ce que Malukas, avec une performance comme ça, peut se placer chez Penske? Moi, je pense qu'il a le talent pour s'y retrouver, mais terminer 2e, il en manquait pas gros pour qu'il gagne la course. Il a été extrêmement rapide, il a été parfait tout au long de la journée de dimanche. Mais terminer 2e, Indianapolis, tu gagnes ou tu termines 2e, tu gagnes, t'es très, très, très content. Tu termines 2e, c'est comme si tu avais fini dans le mur. Tu es là pour gagner. Il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de podium pour les 2e et 3e places aussi. Donc, il termine 2e. Là, vous le voyez au tableau à l'écran actuellement. David Malukas, 2e, suivi de Pato O'Ward, qui tente encore une fois de gagner son premier 500 000. Il n'était pas très loin dans cette course-là, dans le cas d'Howard. Felix Rosenqvist termine 4e. Santino Ferrucci donne un 2e top 5 à AJ Ford Racing avec Malukas. Rasmussen termine 6e. Longard 7e. Connor Daly, natif de l'Indiana, qui termine 8e. Takuma Sato, j'ai parlé tantôt des problèmes dans les pluies, termine 9e. Et le 4 fois champion des 500 000 d'Indianapolis, c'est Leo Castroneves qui se place en 10e place. Toujours en quête d'un 5e championnat à Indianapolis. Je vais maintenant vous parler de quelque chose qui me rend quand même assez fier en tant que Québécois. On n'est pas beaucoup au Québec à être impliqué autour de la série IndyCar, mais dans cette édition de cette année des 500 000 d'Indianapolis, autant que j'ai eu la chance d'être là, que l'histoire chez Prema Racing permet de parler de Karina Redmond, qui est une des gestionnaires natives. De mémoire, elle vient de Rawdon, donc c'est très proche d'ici en plus. Mais elle est gestionnaire chez Prema, était chez Delcoin avant, et Prema a gagné à pole. J'ai eu la chance de lui jaser aussi après la qualification, et vous sentez vraiment la fierté dans son cas, le fait de tous les efforts. C'est une écurie qui est nouvelle, mais c'est le fun de voir des gens du Québec qui sont impliqués dans la série depuis des années.
d'avoir du succès, de se classer, même si c'est pas la personne qui conduit la voiture, d'avoir une fierté des gens du Québec qui sont impliqués dans la série IndyCar, d'avoir des situations comme ça. Ça, c'est dans le cas de Karina Redmond chez, bien sûr, Prema. Deuxième nouvelle, Pat Caporelli, qui travaille chez Firestone, Patricia Caporelli, a remporté un honneur quand même assez prestigieux à Indianapolis. À chaque année, on annonce le gagnant ou la gagnante du Jim Chapman Award. Le Jim Chapman Award, c'est remis à une personne qui excelle en relations publiques dans les sports motorisés ou Public Relations Excellence in Motorsports, comme en anglais. Dans le cas de... c'est comme ça qu'on l'a nommé du côté de la plaque là-bas. Elle l'a remporté, cet honneur-là, ce qui est très, 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 très le fun. Très, très le fun de voir ça. Encore une fois, chez une personne du Québec. Elle travaillait pour la série IndyCar il y a quelques années. C'est là où j'ai eu la chance de la rencontrer. Toujours très, très sympathique. J'ai eu la chance aussi de la voir après la course. Je l'avais même... C'est aussi bizarre que ça. Il y a tellement de choses qui se passent à Indianapolis que cette conférence de presse où on a annoncé qu'elle gagnait ça, je ne l'ai même pas vu passer parce qu'il y a tellement d'affaires à faire quand on est là-bas. Mais c'est le fun de voir des gens comme elle aller gagner un honneur comme ça. Ça prouve à quel point on a des bons gens au Québec qui peuvent s'impliquer dans les séries automobiles, de courses automobiles, bien sûr. Mais ça, c'était la bonne nouvelle dans son cas dans cette fin de semaine-là. Mais ça a moins été le cas aussi dans son cas lors de la course. Je vous explique. Parce que c'est elle qui me l'a raconté après, lorsque je l'ai vue après la course. Elle m'a mentionné, est-ce que vous vous rappelez que ce que je vous ai dit tantôt par rapport à Alexander Rossi, sa voiture qui a pris en feu, le fueler, la personne qui met le gaz ou l'essence dans la voiture, mais cette personne-là, c'est son mari, Patricia Caporelli. C'est la personne qui est partie en feu. C'est son mari, il est correct. Elle a eu la chance de me confirmer qu'il était correct, mais ça prouve à quel point c'est un monde qui est petit et autant qu'il peut avoir des hauts et des bas. Donc, une petite pensée quand même assez importante pour Patricia et son mari qui ont eu cette situation-là. En espérant que tout est beau. Je vais avoir la chance de voir ça à Détroit la semaine prochaine, voir si tout est beau dans son cas. Mais, ouais, c'est des situations des fois que... à quel point que c'est un monde où tout le monde se connaît, tout le monde est proche. Donc, dans le cas de cette fin de semaine-là, des hauts et des bas pour la personne en charge des communications chez Firestone Racing. Après la course, il est toujours intéressant de regarder du côté du championnat des pilotes. Pas vraiment de surprise. Alex Palou qui maintient son avance, bien sûr, en ayant gagné la course. Il se retrouve maintenant à 306 points. Au sommet, bien sûr, du classement des pilotes de la série IndyCar. Derrière lui, Pato O'Ward se retrouve à 112 points derrière Palou. Christian Lundgaard, 125 points derrière. Ensuite, Felix Rosenqvist, dans l'ordre, je vais vous épargner les quarts de points pour le top 10. Ensuite, Rosenqvist est quatrième, suivi de Cal Kirkwood, Scott Dixon, Scott McLaughlin, Will Power, Colton Herta et David Malukas qui se retrouve 10e au championnat des pilotes. Vous le voyez quand même sur le tableau actuellement, l'écart de points, mais ça devient de plus en plus difficile de rattraper Alex Palou du côté du championnat des pilotes. Mais tout peut arriver sur un circuit comme Détroit qui s'en vient. Donc, c'est un circuit de ville. Donc, les murs sont très près, c'est très étroit. Il y a eu beaucoup d'accidents l'an dernier. J'aurai la chance d'y revenir tantôt lorsque je vais mettre la table sur la course de Détroit. Mais ça démontre à quel point, encore une fois, Alex Palou domine après 6 épreuves du calendrier 2025 dans l'IndyCar. Il y avait beaucoup de monde à Indianapolis pour la course. Parce qu'il y a bien sûr la course qui a lieu, mais pendant la course, il y a le Snake Pit qui est un festival de musique électronique qui a lieu à l'intérieur de la piste. Donc, on a estimé, selon ce que j'en comprends, entre 350 et 400 000 personnes présentes lors de la course de dimanche, lors de l'événement. Pas toute la semaine, la fin de semaine, le dimanche en particulier, entre 350 et 400 000 personnes. C'est énorme pour cette course-là. Et en plus de ça, c'était sold out dans les estrades. Donc, pas aucun billet qui était disponible pour la course. Mais en plus de ça, la bonne nouvelle, c'est que oui, c'était rempli, mais c'est la première année qu'il
l'Indianapolis 500 est présenté sur Fox avec la nouvelle entente qui les lie ensemble. J'ai eu la chance de parler des hauts et des bas dans les derniers épisodes, mais Fox a attiré 7,05 millions de téléspectateurs pour la course. C'est énorme. C'est une extrêmement bonne nouvelle dans le cas de l'IndyCar de Fox. Si on compare à 2024, 5,3 millions. Donc, il y a quand même une hausse assez remarquable dans cette comparable-là entre 2024 et 2025. Puis, peut-être comparer un peu au NASCAR, on sait à quel point le NASCAR est très, très, très populaire aux États-Unis. Mais le Daytona 500, au mois de février, a tiré 6,7 millions de téléspectateurs sur Fox. Donc, c'est en haut de Daytona. C'est une très, très bonne nouvelle. Je suis certain que tout le monde sourit chez Fox. Et bien sûr, chez l'IndyCar, on a été très impliqués. On a amené Rob Gronkowski, ancien joueur de football dans la NFL, Alex Rodriguez, Derek Jeter, qui ont donné la commande aux pilotes d'aller dans les voitures. Tom Brady, qui a participé sur la voiture avec 2 bancs, avec Jimmy Johnson, qui est une sommité dans la course automobile. Toutes les grosses têtes de Fox étaient là pour l'événement. On a mis vraiment le paquet et ils ont été récompensés avec des résultats très, très, très satisfaisants au niveau des codes d'écoute et bien sûr l'augmentation qu'on voulait voir. Donc, si tu restes au même niveau que l'année d'avant, ça veut dire que tu ne progresses pas nécessairement. Et là, les nouvelles sont très encourageantes dans le cas de l'IndyCar et de Fox pour la suite de cette saison 2025. C'était le fameux jour de Noël des fans de course le week-end dernier. Pourquoi le jour de Noël? Parce que c'est la journée du dimanche où on a la chance d'avoir 3 des courses les plus importantes dans chaque série à travers le monde. Le Grand Prix de Monaco en Formule 1 le matin, suivi de l'Indy 500 en IndyCar et le soir, le Coca-Cola 600 en NASCAR. Donc, c'est 3 courses qui se suivent une après l'autre. En Formule 1, c'est Lando Norris qui a remporté la victoire. C'est sa 2e cette année, après celle gagnée en Australie au début de la saison. Les pilotes de la Formule 1 sont en Espagne ce week-end et auront une semaine de congé ensuite avant de se déplacer ici à Montréal pour le Grand Prix du Canada. Et en terminant du côté du NASCAR, c'est Ross Chastain qui a signé la victoire au Coca-Cola 600. Le NASCAR qui se déplace à Nashville ce week-end. Nashville, c'est là où l'IndyCar va clore sa saison à la fin de semaine de la fête du travail. Donc, du côté du NASCAR, on est là cette fin de semaine et ça me permet de faire un petit clin d'œil à ce qui s'est passé dans d'autres séries dans ce fameux jour de Noël pour les fans de course automobile. Tout le temps assez spécial et ça me permet de dire que c'est la dernière année jusque dans les prochaines années, à moins que ça revienne, où est-ce qu'on va avoir la chance de le voir parce que le Grand Prix de Monaco va se déplacer au mois de juin de l'an prochain, donc ça ne sera pas en même temps. Malheureusement, c'est tout le temps assez spécial. On sait comment Monaco, c'est extrêmement mythique en Formule 1, un peu comme l'IndyCar du côté de l'Indianapolis Motor Speedway, donc c'est ça du côté des autres séries. Après 3 week-ends à Indianapolis, on a eu la chance d'avoir la course sur circuit routier, les qualifications des 500 000 et les 500 000 d'Indianapolis le 25 mai. Il est temps de changer de casquette, de passer de la casquette du Indy 500 à celle du Grand Prix de Détroit. J'ai eu la chance d'être là l'année passée. Je me suis pris une belle petite casquette ici. Donc, la série IndyCar qui est déjà à Détroit en prévision de la course du week-end qui s'en vient. Ce sera la 7e course de la saison en série IndyCar. Et c'est un circuit. Avant, on se retrouvait sur Belle Isle, qui est une petite île qui est entre Détroit et Windsor. Détroit qui est aux États-Unis, Windsor qui est au Canada. Donc, c'est une île qui était vraiment dans le milieu. Donc, là, on est rendu dans les rues de la ville. Et la course qui aura lieu dimanche. Et qu'est-ce qui est intéressant dans le cas de Détroit, c'est que l'année passée, il y a eu beaucoup de neutralisation, beaucoup de rebondissements. La voiture de sécurité qui a manqué d'essence en cours de course. Et on a dû rajouter de l'essence dans la voiture tellement qu'il y avait de neutralisation. Les bonnes nouvelles, c'est que Scott Dixon a gagné l'an passé avec une stratégie assez remarquable au niveau de l'essence. Il a réussi à sauver beaucoup d'essence pour se permettre de terminer la course. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'Alex Palou a remporté en 2023. Donc, est-ce que
Palou va aller chercher une 6e victoire en cette course. La question se pose, mais pas nécessairement la chance de se préparer comme les autres pilotes en étant champion des 500 000 d'Indianapolis. Il y a beaucoup de choses au courant de la semaine pour le mener justement à Détroit. Pas vraiment le temps de se reposer. Donc, ça sera extrêmement difficile dans le cas de Palou, mais il ne sera pas une surprise près pour nous là-bas. J'ai bien hâte d'être là à Détroit. Je vais voyager jeudi pour me rendre là pour la fin de semaine de course. J'ai hâte de voir si ça sera une aussi bonne course que l'an dernier. Mais on va être capable de tout vous ramener ça pour le prochain épisode du podcast 500 Gasoline Alley, tourné ici en direct du studio Love à Saint-Jacques-de-la-Naudière. Merci à toute l'équipe technique et à très bientôt.